Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Merci beaucoup de vous être déplacés pour cette traditionnelle maintenant conférence du 14 juillet. On a fait tout un tas de thèmes. On a fait le 14 juillet, c'est quoi? Vos points d'interrogation. On a fait Robespierre en Judéon. On a fait les femmes et la Révolution française. Nous avons fait les grandes phases de la Révolution. Et puis, cette année, je me suis dit, tiens, si on faisait quelque chose sur les grandes figures de la Révolution française. Et puis, en la préparant, c'est-à-dire cette nuit, la conférence, je me suis dit, on ne va pas faire que des grandes figures. C'est pour ça que je l'ai intitulé Figures de la Révolution française, puisque, après tout, les grandes figures, les Danton, les Robespierre, on les connaît plutôt pas mal. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire quelques autres figures de la Révolution française. Alors vous verrez, il y a des royalistes, il y a des révolutionnaires, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des très connus, il y a des pas connus du tout. Et puis cette année, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire quelque chose d'un peu plus participatif. Donc vous avez des petits papiers avec des couleurs, et vous allez devoir, c'est une obligation, hein, ceux qui ne lèvent pas de carton, je les verrai, hein, donc je les nommerai. Vous allez devoir voter. Et puis si on ne sait pas, c'est pas grave, on teste quand même. Et puis si on sait, on ne souffle pas à son voisin. Et ça va être sympa aussi de voir un petit peu peut-être certaines représentations qu'on a sur la Révolution française, de voir si ça colle avec ce que je vais raconter ensuite ou pas. Alors, vous savez pourquoi on fait ça. J'aime bien remettre de l'histoire dans les grandes dates françaises. Quand on fait les discours du 8 mai ou du 11 novembre, j'aime bien remettre pas mal d'histoire dans ces prises de parole, et quand on fait le 14 juillet, ça me semble important aussi de rappeler ce qui s'est passé durant ces années de Révolution, et puis surtout parce que c'est finalement une période qui est celle de la naissance réelle de la France, avec l'embryon de ses institutions, avec l'abolition des privilèges, avec donc la suppression des ordres féodaux notamment, avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, avec le premier divorce laïque, par exemple, avec énormément de choses. On en discutera au fur et à mesure de cette conférence. Mais c'est un sujet qui est finalement peu abordé dans les émissions d'histoire. Vous pourrez regarder, alors chaque année je vous le refais, mais là je ne l'ai pas mis, une émission comme Secret d'Histoire de Stéphane Bern, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas retenu son nom. Si vous regardez la liste des épisodes, finalement, il y en a assez peu sur la Révolution, et quand c'est sur la Révolution, souvent, c'est plutôt sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour de Versailles. Quand vous regardez, comme ça m'arrive très souvent de le faire, les chaînes vraiment consacrées à l'histoire, il faut aller dans les 204, 205 là, sur ma box, c'est souvent sur la Seconde Guerre mondiale, un petit peu sur la Première Guerre mondiale, mais très rarement sur la Révolution. Or, là, c'est quand même l'épisode fondateur qui a amené petit à petit, avec beaucoup de soubresauts, à la République en France. C'est liberté, égalité, fraternité, c'est l'apparition du drapeau bleu, blanc, rouge, bref, c'est énormément de choses qui sont notre quotidien. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la faire. Alors, on va commencer, et pour être à rebours total de ce que je viens de dire, pour une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par... voter. Ben non. Ah, le mois, alors c'est lequel? Louis XVI. Louis XVI, bravo. Bon, c'est sur la Révolution française. Il y a peu de chance pour que ce soit Philippe IV, mais on va commencer avec une question. Je vais vous demander de choisir entre bleu ou vert. Louis XVI était le fils de Louis XV. Vrai, bleu, faux, vert. Bon, admettons le bleu. Un petit peu de bleu, une majorité de vert. Madame, vous ne tournez pas du bon côté, je ne vois pas. Bien, alors c'est les verts qui ont gagné. Félicitations à vous. Je vais essayer quand même de prouver à chaque fois ce que je dis, pour essayer de vous le prouver. Alors on a une... Ah, vous allez devoir me faire confiance parce que c'est plutôt petit. Les rois Bourbons, pas Henri IV, pas Louis XIII, mais à partir de Louis XIV, ils vivent vieux. Par exemple, Louis XIV, il va naître en 1638 et il va mourir en 1715. C'est le roi qui a le record de longévité. Ce qui fait qu'il va avoir le loisir, pas tellement, la malchance de voir décéder son fils, Louis, le grand dauphin, comme on l'appelle. Il va aussi voir mourir Louis, duc de Bourgogne, son petit-fils. Et à sa mort, à la mort de Louis XIV en 1715, c'est son arrière-petit-fils, qui est donc Louis XV, qui va lui succéder.
Louis XIV était très très fier parce qu'il faisait des tableaux où il pouvait poser avec son fils, son petit-fils, ses arrière-petits-fils. Et finalement, sur une année assez folle, il voit mourir quasiment tous ses descendants. Et il ne reste que Louis XV. Le petit Louis XV, d'ailleurs, c'est la dame qui s'occupe de lui qui va le cacher, qui va s'enfermer avec le bébé Louis XV dans ses appartements. Elle ne va pas laisser entrer les médecins, parce que les médecins de l'époque, c'est la saignée, et puis de temps en temps, quand on ne fait pas une petite saignée, ça ne peut pas faire de mal. Vous savez que tout le monde meurt, parce que quand on est affaibli par la maladie, trop saigné, forcément, pour lui retirer trop de sang, c'est pas bon non plus. Et il va rester que Louis XV. Ce même Louis XV, lui, va régner de 1715, il est né en 1710, donc il a 5 ans, donc il commence à régner, jusqu'en 1774, donc on est aussi sur une soixantaine d'années de règne, ce qui est énorme. Et lui aussi, son fils, Louis-Ferdinand, le dauphin, va mourir aussi du vivant de son père. Et Louis XVI, c'est donc le petit-fils de Louis XV, et donc c'est le petit-fils, c'est le arrière-petit-fils de Louis XIV. Donc vous voyez, on est quand même sur des périodes qui sont hyper rallongées pour les Bourbons. Henri IV lui-même était mort assassiné, mais il était déjà dans la force de l'âge, et Louis XIII, pour le coup, va mourir assez jeune, mais il avait pas mal de problèmes de santé. Alors, quelques étapes du règne de Louis XVI. Voilà, est-ce que vous voyez? Oui, j'ai assez bon. Il naît, comme tous les rois de cette époque, au château de Versailles en 1754. Louis XVI n'a pas été préparé à régner, ce qui va en partie expliquer les atermoiements, les changements d'opinion, de décision qui vont être les siens durant son règne. C'est un roi qui est très incertain, qui change pas mal d'avis. Il n'est pas préparé à régner, parce que celui qui est préparé à régner, normalement, c'est Louis-Joseph Xavier François, qui est son grand frère, qui est titré duc de Bourgogne, et qui va mourir en 1761. Donc vous voyez, Louis XVI, le futur Louis XVI, né en 1754, son grand frère meurt en 1761. Il fait une chute d'un cheval de bois, et finalement ça s'infecte et il va mourir de douleur. Et ce grand frère, d'ailleurs, réclamera à ses parents, pendant toute sa convalescence, que ce soit Louis XVI, son petit frère, qui l'accompagne. Et ils vont prendre leurs leçons ensemble, et pour Louis XVI, ça va vraiment être un événement traumatique, parce qu'il va accompagner ce grand frère jusqu'à la mort. Et après, il se retrouve, donc l'héritier, le dauphin. Il n'est pas préparé à régner, et par ailleurs, il a d'autres grands frères, qui seront plus tard Louis XVIII et Charles X, et les parents préféraient Louis-Joseph, son grand frère décédé, qui s'appelait Chou d'amour. Et après, leur affection ne va pas se reporter sur Louis XVI, qui est un gamin un peu timoré, un peu timide, mais plutôt sur Charles X, un beau gamin qui fait rire tout le monde et qui est magnifique. Il va être orphelin de père en 1765, donc à 9 ans, et orphelin de mère en 1767. Donc très rapidement, il a perdu un frère, ses parents. Il va se marier avec Marie-Antoinette en 1770 et devenir roi en 1774. 1774, finalement, vous voyez, on est relativement proche de la Révolution, des débuts de la Révolution. Louis XV qui meurt donc à 64 ans. Il a un certain nombre de frères et de sœurs, comme je vous l'ai dit. Je vous ai mis ce tableau, mais vraiment pour information. Son père, donc Louis de France, le dauphin, qui ne va jamais régner, et sa mère, Marie-Joseph de Saxe. Et c'est ce qui fera dire qu'il a des origines allemandes. L'Allemagne n'existait pas encore à cette époque, mais vous savez que toutes les grandes familles royales européennes allègrement partagent le même sang, comme on disait à l'époque. Et donc Louis XV et sa femme vont avoir 8 enfants, dont 3 morts en bas âge, et 3 vont devenir rois de France. Ce qui est quand même assez dingue, mais on repère que dans les fins de dynastie, d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez fou dans l'histoire, dans les fins de dynastie, à chaque fois, c'est 3 frères qui vont se succéder. La fin des Capétiens directs, c'est les 3 enfants de Philippe IV le Bel qui vont lui succéder. Philippe V, Charles IV et j'en oublie bien, et Louis X le Hutin. Ils vont se succéder les uns les autres. Les enfants de Henri II, François, Henri, Charles, au moment des guerres de religion, vont tous mourir chacun leur tour aussi, et sans succession mâle. Et pareil, finalement, pour Louis XVI, puisque Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. C'est quelque chose d'assez
d'assez étonnant dans l'histoire de France. Alors vous connaissez ensuite les débuts de la Révolution française. Arrive en 1791 le moment que vous connaissez tous, qui est donc la fuite du roi et de sa famille. Il quitte Paris, discrètement, déguisé, en prenant de fausses identités, et il s'enfuit. Deuxième question, la fuite de la famille royale le 20 et 21 juin avait pour objectif d'aller à Varennes. Vrai ou faux? Vrai en bleu, faux en vert. Tout le monde vote. Alors une majorité de verts et une majorité de verts a raison. Une deuxième fois. Bon, je vais garder là. Guy, je t'ai pas vu voter. Hein. Guy, il lui manque les bleus et les rouges. Il ne peut pas voter bleu ou rouge. Eh bien, en effet, c'est faux. C'est faux parce que, en fait, on a appelé ça la fuite à Varennes parce qu'ils sont arrêtés à Varennes. Ils sont reconnus un petit peu avant par le gardien de poste Jean-Baptiste Drouet. On y reviendra après. Et ils sont rattrapés tout simplement à Varennes et arrêtés à cet endroit-là. Ça, c'est pour vous donner une idée. Hein. Donc ils partent de Paris, comme vous le voyez. Si vous ne mettez pas face au micro, ça va aller. Ils font toute une équipée et ils arrivent à Varennes. Mais ce qui devait être normalement leur itinéraire, c'est celui-ci, c'est d'arriver à Varennes en effet, de rejoindre une troupe de dragons qui avait été mise à disposition à ce moment-là à Varennes, et de rejoindre Montmédy. Montmédy, c'est la dernière place forte, bien gardée par les royalistes, juste avant la frontière. Donc comme ça, le roi reste dans son royaume, il est à Montmédy, il est en France, mais notamment son beau-frère peut venir l'aider en lui envoyant des troupes. Et le but ensuite, c'est que Louis XVI revienne à la capitale, armé, et puis dégomme tout le monde, fasse place nette, et reprenne son trône comme il se doit. Évidemment, il est arrêté à Varennes. Alors, c'est une succession de mauvais choix, plus ou moins, mais surtout de malchance. À un moment, ils vont casser une roue, ils perdent du temps, ils font des petites pauses qu'ils n'auraient pas forcément besoin de faire. Et puis à Varennes, il y a 2 lieux-dits, et les dragons ne l'attendent pas au bon endroit. En fait, c'était pas donner rendez-vous au bon endroit. Parce qu'à Varennes, quand les gens le reconnaissent, il est plus ou moins prisonnier dans une épicerie et il y a plein de villageois qui viennent parce que le bruit avait couru que le roi s'était enfui. Et c'est sous la pression populaire qu'il dit « Ok, c'est bon, je me rends, entre guillemets », et qu'il est renvoyé à Paris. S'il était d'abord tombé sur les troupes royalistes, ben, forcément, il aurait été dans leurs mains d'abord et il aurait pu s'enfuir à Montmédy. Donc c'était faux, c'est la fuite à Varennes, en fait, c'est la fuite à Montmédy, arrêtée à Varennes. La révolution va se poursuivre, comme vous le savez, 1792, le royaume est très inquiet puisqu'il y a les défaites militaires notamment, et il y a la prise des Tuileries. Alors le roi a perdu l'ensemble de son crédit auprès de la population au moment de la fuite à Varennes. Pendant très longtemps, il y a la révolution, mais on veut garder la royauté. On veut garder la monarchie, on veut la tempérer, on veut la faire accompagner d'une assemblée, faire une monarchie constituante, quelque chose qui répartisse un peu mieux les pouvoirs, supprimer la monarchie absolue. Et donc c'est ce qui est mis en place, et très, très longtemps les révolutionnaires ne veulent pas forcément de république. Mais à partir de la fuite à Varennes, l'opinion se retourne quand même par rapport à la famille royale qui avait juré de respecter la Constitution, d'être fidèle à la France de la Révolution, et finalement on se rend compte que ce n'était pas exactement le cas. Vous connaissez tous le procès de Louis XVI qui va s'engager, qui va amener à sa décapitation le 21 juillet 1793. Question: la mort de Louis XVI est votée à 361 voix pour et 360 voix contre. Donc à une voix de différence pour la troisième question qui était celle de doit-il être exécuté? Vert, oui, bleu, vrai, et vert, faux. Et nous avons une majorité de bleus. Et bien c'est faux, c'est les verts qui ont gagné. Eh oui. On nous a très souvent, je vois que M. Mahé pour l'instant il a tout bon. C'est un révolutionnaire d'honneur. C'est ce qu'on entend très souvent. C'est une manière, vous savez, dans certains milieux de dire oui, mais en fait, vous voyez, il n'y avait pas une grande majorité pour voter la mort du roi. Et puis,
ça permet aussi de mettre la lumière sur certains, notamment Philippe Égalité, qui était le duc d'Orléans, qui était quand même le deuxième prince le plus important après les enfants royaux et les frères du roi, qui votent. Alors ça, c'est quand même un épisode assez fou. Le duc d'Orléans qui vote la mort de son cousin. Et après, il sera lui-même décapité pendant la Révolution, et son fils deviendra le roi de France au moment en 1830. Et donc, voilà, ça a toujours été un argument. Alors regardons, hein. Sur 721 députés présents, 361 votent la mort, et 26 pour la mort sans condition, mais avec un sursis éventuel. Donc en fait, ils sont 387 pour la mort du roi. C'est juste qu'à l'intérieur de ces 387, on a 26 qui disent « Oui, mais il faudrait qu'on parle d'un sursis, c'est-à-dire qu'on ne l'exécute pas tout de suite. » Mais ils sont pour la peine de mort, en fait. 334 votent contre la peine de mort, et donc il y a ces 26 qui demandent un report de l'exécution. Et dans une partie des historiens, je ne sais pas, mais en tout cas plutôt de ceux qui ont traditionnellement été contre la Révolution française, et bien tout simplement ils prennent ces 26 qui sont pour un report de l'exécution, en disant oui mais comme ils sont pour un report de l'exécution, en fait ils sont contre la mort du roi. Et c'est là où on arrive à ce 361 contre 360. Ce qui a en fait tordre un petit peu le bras du vote de ces députés à ce moment-là, puisqu'ils étaient pour la mort du roi. Ça c'est important, vous voyez ce genre de petits détails, parce que l'une des caractéristiques, notamment de l'extrême droite en France, c'est qu'elle a toujours été contre la Révolution française. La naissance de l'extrême droite, pour ceux qui étaient là à la conférence organisée par Fachtu-Lénine en commun il y a un mois, on a discuté sur l'extrême droite et notamment de son histoire, de ses origines. Les origines de l'extrême droite en France, c'est la Révolution française. Parce qu'avant, on fonctionne en corps. La société, c'est un corps qui fait un corps autour du roi. Il n'y a pas de différence. La Révolution française, avec les idées des Lumières, les philosophes des Lumières, amène cette idée de l'individu, de l'homme qui existe en tant que tel. Et ça, pour le coup, alors en plus, en dehors de la religion, pour l'extrême droite de l'époque, c'est impossible, inimaginable. Et ça a toujours été leur credo, de s'opposer aux idées de la Révolution française et de l'homme en tant qu'individu solo. Alors, ça c'est une question qui me semble intéressante. Louis Capet est décapité en 1793. Je dis Capet parce que quand il est décapité, c'est plus Louis XVI. Hein, on l'appelle Louis Capet, de la dynastie des Capétiens. Donc, décapité le 21 janvier 1793, il avait 35 ans, 39 ans, 43 ans ou 47 ans. Ah ben alors là, maintenant, il y a 4 réponses. Hein. Ça se complexifie, n'est-ce pas? Voilà, je vois pas mal de jaune, du vert. Ouais. Alors, la majorité, vous êtes entre le jaune ou le vert. Je dirais qu'il y a un petit peu plus de vert et c'est le vert qui a gagné. Il avait 39 ans. À quelques années près, t'as vu. Et c'est ce qui est assez dingue avec la Révolution française, c'est qu'on oublie que c'est des gens qui sont relativement jeunes. Les Robespierre meurt à une trentaine d'années. Le chiffre en tête, il y a 2-3 ans on l'avait fait, je pense qu'il a 35 ans, pas plus. Et c'est des gens, même Louis XVI finalement, quand débute la Révolution, vous voyez, il n'est pas vieux. Hein. On en verra un autre tout à l'heure, Saint-Just, qui lui meurt à 27 ans, juste comme ça. Et c'est des gens qui font passer la France d'une monarchie absolue, où tout est bien en ordre, c'est la coutume, fait comme ça depuis des milliers d'années, des centaines d'années, un régime qu'ils inventent qui est nouveau et qui ont 30 ans. Quand même assez fou. Bon, j'avais remis des petites frises, mais je vais les passer très rapidement, puisque je voudrais passer à une figure suivante. Et ce coup-ci, pour toujours être bien à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, on va faire une figure impériale. Ça change, on n'a pas beaucoup fait l'Empire depuis que j'ai commencé. Et nous allons parler de cette dame. J'ai entendu. Joséphine. Joséphine de Beauharnais est née en Martinique. Vrai ou faux? Une pause d'école, hein. En Martinique. Alors une majorité de bleu a raison. Désolé Christopher. Quand je sors le vert, c'est le bleu. Quand je sors le bleu, c'est le bleu.
Je vais sortir un peu. Elle est bien, elle est bien. J'aurais pu mettre toutes les bonnes réponses en vert, juste pour Christopher. Eh bien, c'est vrai, elle va naître en Martinique en 1763 et son vrai nom, c'est Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie. Bon, Joséphine de Beauharnais, c'est plus court quand même. Elle arrive en France en 1779 et elle va y épouser justement Alexandre François-Marie de Beauharnais, qui est un capitaine de l'armée française, avec qui ils ne vont pas s'entendre. Pour le coup, il y a la naissance de leur fils en 1700, je crois que c'est 81, je ne l'ai pas noté, et la naissance d'Hortense de Beauharnais, un peu plus connue, encore qu'Eugène a eu des titres royaux sous Napoléon, mais leur fille Hortense Eugénie de Beauharnais est née en 1783. Ils vont se séparer à l'amiable, ce qui est quand même plutôt rare pour l'époque et aussi dans le milieu aristocratique. Et suite à cette séparation, elle va partir retrouver sa famille en Martinique en juin 1788. Effarouchée par le mouvement révolutionnaire qui arrive en Martinique en 1790, elle retourne en métropole. Je pense que c'était le meilleur move quand même, de revenir en métropole en 1790. N'empêche que c'est ce qu'elle fait. Elle va retrouver Alexandre, son mari, qui est carrément devenu, on l'a oublié aussi, président de l'Assemblée constituante. Alexandre de Beauharnais, il fait partie de ces aristocrates qui sont favorables à la Révolution française, favorables aux idées des Lumières, à se débarrasser de la monarchie absolue, et donc on le retrouve président de l'Assemblée constituante. Il va être envoyé en mission dans l'armée du Nord, il me semble, mais suite à une défaite militaire, il va être simplement mis en prison. En janvier 1794, c'est le moment où la révolution se durcit un peu beaucoup, en 1794, et il va être décapité le 23 juillet 1794. Et c'est pas de bol pour lui, parce que ce qu'on appelle la fin de la terreur, c'est le 27 juillet. Vous voyez ? Il y en a beaucoup qui étaient dans les prisons, qui attendaient leur exécution ou leur procès qui arrivait plus souvent à une exécution. Et tout ça prend plus ou moins fin le 27 juillet à la fin de la convention montagnarde en tout cas. Donc vous voyez, il n'a pas eu de chance, et ça a été la chance de Joséphine par contre, puisqu'elle avait été arrêtée le 19 avril, puisque femme de quelqu'un réputé comme étant traître à la patrie, et donc elle est dans les prisons de la révolution de Joséphine de Beauharnais. Et elle va être libérée le 6 août. Donc vous voyez, exécution de Robespierre le 28 juillet, après on vide les prisons. Elle a des relations avec le général Hoche, 1794-95, avec Paul Barras, qui est l'homme le plus important du directoire, qui va être directeur pendant très très longtemps. Le directoire, c'est ce qui succède à la Convention. Elle rencontre Bonaparte, certainement en octobre 1795. Bonaparte, il avait fait réprimer une insurrection royaliste, où il avait carrément tiré au canon sur les royalistes qui tentaient une insurrection dans Paris. Moi, Napoléon, c'est pas toujours connu pour faire dans la dentelle. Et donc, il avait dit à Barras, d'accord, mais si j'y vais, je fais à ma manière. Et Barras avait dit, d'accord, vas-y. Et Napoléon avait fait tirer au canon sur les royalistes. C'est pour ça, notamment, qu'après, dans sa carrière d'empereur, de consul et d'empereur, il va avoir beaucoup de mal à se mettre les royalistes dans la poche. Parce que finalement, ce que refait Napoléon, c'est un système monarchique, avec les mêmes grades, avec les mêmes titres, avec quelqu'un en haut qui est sacré, en plus par le pape. Mais les monarchistes ne vont jamais oublier qu'il a fait tirer sur les royalistes en 1795. Et à ce moment-là, il interdit aussi la détention d'armes personnelles. Et le fils de Joséphine de Beauharnais, Eugène, va lui écrire une lettre qu'il va trouver très touchante pour avoir le droit de conserver le sabre de son père. Et c'est en venant rencontrer ce jeune, qui doit lui envoyer une jolie lettre, c'est un militaire, Eugène de Beauharnais, qui va rencontrer Joséphine. Et c'est comme ça qu'ils vont très rapidement, 1796, se marier. Rencontre en octobre 1795, mariage en mars 1787. Pourquoi ? Parce que Napoléon part en Italie pour les guerres d'Italie. Alors, excusez-moi, j'ai oublié un S, à falsification, mais juste pour information, ça, j'ai terminé à 4h43 cette nuit, et je l'ai commencé en revenant du bal populaire. Donc, s'il y a des fautes, je vais m'en apercevoir très certainement. Mais... Quelle falsification opèrent-ils sur leur acte de mariage ? En bleu, modification de leur identité. En vert, modification sur leur lieu de naissance. En jaune, modification de leur âge. En rouge, modification de leur parenté.
Alors essayez vert, ce sera C'est bleu. pas facile, hein. Je sais bien Ce sera qu'il y a bleu. certaines questions un peu pointues. Hein. J'ai une majorité de rouge, j'ai l'impression. Oui, j'ai une majorité de rouge. Eh bien, ce sont les jaunes qui ont gagné. Bravo. Et oui, parce que Joséphine de Beauharnais était plus vieille que Napoléon. Et donc, sur leur acte de mariage, pour que ça fasse un petit peu moins scandale, Joséphine va se rajeunir de 4 ans et Napoléon va se vieillir d'1 an. Vous avez 54. Par la suite, Joséphine, c'est donc, et pour Napoléon, c'est les guerres d'Italie. Alors, ils s'envoient des lettres passionnées où ils se reprochent tantôt l'un et l'autre de se tromper l'un et l'autre. C'est assez fou. Napoléon est vraiment éperdu d'amour. Hein. Pour le coup, c'est un véritable passionné de sa femme. Du côté de Joséphine, c'est moins net pendant une période de leur relation, et notamment au début. Et durant les guerres d'Italie, d'ailleurs, elle s'emmerde ferme. Hein. Elle est en Italie, on la bouge à chaque fois qu'il y a un risque de contre-attaque, etc. Machin. Elle fait un peu de représentation, mais elle s'ennuie ferme. Et elle a une liaison avec Hippolyte Charles, qui est un militaire hein, qui l'accompagnait. Tout le monde rentre à Paris, Napoléon ensuite part pour la campagne d'Égypte, elle va acheter le château de la Malmaison, et c'est à ce moment-là où, en Égypte, Napoléon apprend qu'il est cocu, et le prend assez mal. Et quand il revient de la campagne d'Égypte, il va l'avoir à la Malmaison, il est déterminé à divorcer. Dans sa tête, c'est clair, c'est net, et finalement, il reste ensemble, réussit à le convaincre. Arrive la période du consulat. Elle ne va pas jouer véritablement de rôle politique. Hein. Napoléon la tient bien à l'écart des décisions politiques. Et puis, par contre, il va l'associer à son sacre, le sacre impérial, le 2 décembre 1804. Sauf que la veille, le pape refuse parce qu'ils sont mariés civilement. Ils s'étaient mariés la première fois. Et pour le pape, ne peut pas sacrer impératrice quelqu'un qui n'est pas marié religieusement. Donc la veille, ils vont improviser une cérémonie religieuse en quelques minutes avec l'oncle de Napoléon qui était évêque. Ils vont, vous le savez, divorcer le 15 mars 1809 et décembre, merci. Donc ça suit, bravo. Le 15 décembre 1809, notamment parce que Napoléon veut une descendance et qu'on imagine que Joséphine est devenue stérile puisque quand elle va rejoindre Napoléon en Italie, a priori elle est enceinte. Mais la route plus une maladie dont le nom m'échappe, mais qui est un genre de cystite mal soignée, va provoquer sa stérilité. Parce qu'elle a eu des enfants avant. Et donc pendant longtemps, Napoléon pense que le problème vient de lui. Et puis un jour, Napoléon, il a des maîtresses, réussit à avoir un enfant illégitime d'une de ses maîtresses, et là il se dit, bah tiens, bien pas forcément droit. Et à partir de là, le temps passant, et comme il a un besoin d'avoir un héritier, il va divorcer de Joséphine et se remarier avec une infante d'Autrichon. Oui. J'ai entendu avant. Mais oui, quand je dis qu'il essaye de recréer quelque chose qui se rapproche beaucoup de la monarchie à l'ancienne, il va se marier avec, comment elle s'appelle, Marie-Louise. Marie-Louise ? Oui, c'est ça, hein, qui est la fille de l'empereur d'Autrichon. Ouais. Et ils vont avoir un enfant hein, qui s'appellera l'Aiglon, qu'on va surnommer Napoléon II, mais qui va mourir dans des circonstances. En fait, pendant longtemps, Napoléon II, on l'élève sans lui dire qui était son père, à la cour d'Autriche-Hongrie, donc son grand-père. Mais bon, il sait bien, il entend bien que ça part à gauche, etc. Et donc, à un moment, il s'en rend compte. Et il va toujours mourir d'une tuberculose, je crois, mal soignée, vraiment. Et même sa mère, je crois, n'a même pas le temps d'arriver au moment de son trépas. Joséphine va mourir d'une pneumonie le 29 mai 1814, a priori qu'elle a chopé en faisant une balade avec le tsar, puisque c'est ce moment où les armées françaises ont été vaincues, et où notamment le tsar est en France, Alexandre, est en France et vient rencontrer l'impératrice douairière, parce que même s'ils avaient divorcé, elle avait gardé ce titre. Joséphine est la grand-mère d'un roi, vrai ou faux? Je vais mettre les deux. Joséphine est la grand-mère d'un roi, vrai ou faux? Ah bah alors là, je sais pas dire, hein, c'est partagé.
J'ai l'impression qu'il y a un poil plus de vert de ce côté-ci, un poil plus de bleu de ce côté-ci. Eh bien, c'est faux. De ce côté-ci. Oui, mais alors j'ai fait un peu coquin parce qu'en fait, c'est la grand-mère d'un empereur. Et oui, c'est la grand-mère de Napoléon III. Puisque la mère de Napoléon III, c'est Hortense, Hortense de Beauharnais, qui était même mariée à un frère de Napoléon, Louis. Louis Napoléon, frère de Bonaparte, qui est donc, alors pareil, hein, enfin, un mariage arrangé, ils ne peuvent pas se piffrer, ils vont vivre le plus éloigné l'un de l'autre possible, et elle va avoir Louis Napoléon Bonaparte, hein, c'était son nom, il y avait un autre prénom, mais je ne sais plus lequel, et le duc de Morny, d'ailleurs, d'une autre aventure, mais qui va avoir un rôle très important au moment de la prise de pouvoir de Napoléon III, mais on y reviendra un peu plus tard. Je vais passer à un autre personnage historique maintenant, et je vais commencer par une question. Pauline Léon, la connaissez-vous? Pauline Léon, est-ce que ça vous parle? Oui, bleu, non, vert. Oui, alors majoritairement, vous êtes bravo pour votre honnêteté, vous répondez non, et c'est symptomatique, parce que Pauline Léon, c'est un personnage, femme, donc le nom l'indique, de la Révolution française, qui à l'époque est très connue, mais qui de nos jours ne l'est plus du tout. Et de nos jours, on connaît les grands noms de femmes qui étaient plutôt soit monarchistes, soit de la grande bourgeoisie, des Olympe de Gouges par exemple, on s'en souvient. Mais les femmes qui étaient issues du milieu populaire, beaucoup moins aisées, qui ont fait la Révolution, et vous allez voir un petit peu son pédigré à Pauline Léon, on les a simplement supprimées de l'histoire. Et ça, c'est fou. Monsieur Marie. Est-ce la Pauline de Dumas? Alors là, ma culture littéraire ne va pas. Dumas a écrit un roman qui s'appelle Paul du Monde. Je pense que c'est elle. Eh bien, écoutez, je vous crois sur parole, monsieur Marais. Je peux pas voter, moi, j'ai pas les petits cartes. Pauline Léon, elle est quand même présente le 14 juillet à la Bastille, donc elle naît en 1768, et vous voyez, elle meurt en 1838, hein, donc elle va voir tous les régimes se succéder. Et vous voyez, en 1792, elle demande à l'Assemblée nationale rien de moins que la création d'une garde nationale féminine. Hein, c'est pas rien quand même dans le contexte révolutionnaire. La garde nationale, c'est quand même l'armée de la Révolution à l'époque. Elle est entièrement masculine. Pendant un temps, elle est dirigée par Lafayette, grand personnage s'il en est. Et elle va participer, cette garde nationale, à tous les grands événements de la Révolution. Et elle demande ça. Bon, alors, on va lui répondre merci beaucoup de votre proposition. Voilà, c'est tout. Elle va signer la pétition de la Société patriotique du Luxembourg qui réclame la mort du roi, par exemple. Et elle va le faire 6 ou 7 fois. Hein, toutes les pétitions qui passent pour demander la mort du roi, elle les signe. Le 13 mai 1793, avec Claire Lacombe, qui est une autre femme révolutionnaire dont on a oublié le nom, mais qui était tout aussi importante, elle fonde. Réponse bleue, la Société des femmes révolutionnaires. Réponse verte, le Club des Amazones. Réponse jaune, la Société des républicaines révolutionnaires. Réponse rouge, les Jacobines. Les Jacobines. De pas fastoche, hein, celle-là. Hein. Vous avoue. Bon, bah pareil, hein, je pense qu'il n'y a pas de majorité. Peut-être une majorité de jaune, et c'est la bonne réponse. La Société des républicaines révolutionnaires. Tout est dans le nom, hein, on va vous dire républicaine et révolutionnaire. Et je vous ai mis un petit extrait d'un de ces discours. Que des compagnies d'Amazon sortent de leurs faubourgs, des halles et des marchés de cette cité immense. C'est là qu'habitent les véritables citoyennes, celles qui, dans ce séjour de corruption, ont conservé des mœurs toujours pures et seules ont senti le prix de la liberté et de l'égalité. Ça vaut du Robespierre, quand même. Pas mal, hein. Elle va épouser Jean-Théophile Leclerc en 1793. Elle est arrêtée en avril 1794 au moment de la chute des hébertistes, des enragés, parce que, vous savez, c'est le moment où la Révolution se débarrasse à la fois des trop peu engagés et à la fois des trop engagés. On se débarrasse de Danton, des Moulins, et on se débarrasse aussi des enragés hébertistes, hein, vraiment les chauds partisans des sans-culottes. Et donc elle est arrêtée à ce moment-là, puis elle va être libérée
après Thermidor, donc après le 27 et 28 juillet 1794, 27 et 28 juillet 1794, c'est-à-dire la chute de Robespierre, on sait qu'elle devient institutrice en 1804, mais vous voyez, on le sait par des biais détournés d'archives, et on sait qu'elle décède en 1838, mais après on n'a plus du tout, on n'a pas beaucoup d'informations sur Pauline Léon, si ce n'est qu'elle reprend le commerce de son père qui vendait du chocolat. Figurez-vous, avant la Révolution française. Et c'est symptomatique, hein, le fait qu'on ne sache pas grand-chose de cette grande révolutionnaire qui a participé à tous les débats, qui était là à la Bastille, qui a créé des clubs. Enfin, c'est quand même assez dingue, et c'est quand même 50% de la population de l'époque, quand même. Monsieur Maïk. Je crois que c'était la cousine de Madame Macron. Par rapport au chocolat. C'était une trop. C'est trop mignon. C'est un peu plus à gauche quand même. Hein. C'est trop mignon. Un petit peu plus à gauche, mais pas de mignon. Je suis trop chaud. Il y a un petit tour au touquet pour vérifier. Macron et... J'arrête là, hein. J'enlève que la veste. On va commencer à couper des têtes. Voilà, donc, vous savez, la Révolution française, il ne faut jamais oublier que le 5 octobre, les journées d'octobre, le 5 octobre 1789, ce sont les femmes qui partent des Halles parce qu'elles n'ont plus de quoi nourrir les enfants, et c'est elles qui vont à Versailles. Et c'est elles qui vont ramener le boulanger, la boulangère, le petit mitron, hein, comme on dit à l'époque, en marchant sur le château, symbole de la royauté. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la marche des femmes le 5 octobre 1789, la Révolution aurait fait une pause, se serait arrêtée là, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Et ça c'est l'ouvrage des femmes dans la Révolution française. Donc ça me semblait important de vous parler de ces personnages-là. À l'occasion, j'ai prêté mon livre à quelqu'un dans la salle, à madame, mais je peux aussi vous prêter des bouquins sur les femmes et la Révolution française. Un peu plus tard, demandez-moi, il n'y a pas de problème. Je vais vous parler maintenant de deux personnes, alors encore moins connues hein, pour le coup. Albert François Barras et Joseph Agricole Viala. Est-ce que ça vous dit quelque chose? De nom. Non, j'ai pas refait le truc des votes. Hein, mais, alors, regardez, il y a juste là, comme ça, sur cette slide, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux, qui vous interpelle? Si, l'âge de la mort. L'âge de la mort, hein, Ils vous ont l'avez été tous. décapités. Ah, non, Tués. pas été décapités, ceux-là. Ils ont été, alors je vais vous dire, 15 et 16 ans. ils étaient très jeunes, hein, 1779-1793, vous avez vu qu'ils sont relativement jeunes. Alors, Barras, Albert François Joseph Barras, il est né le 30 juillet 1799 à Palaiseau. Voilà, il y a 10 enfants dans cette famille-là. Et le père, vous voyez, meurt 5 ans après la naissance de Barras. Et très tôt, il va s'engager dans la Révolution française, notamment parce que ça lui permet d'avoir une solde et de pouvoir aider à nourrir la famille. L'automne 1792, il est dans l'armée qui va combattre les Chouans. Et en fait, il va recevoir un coup de feu au genou, ce qui va l'immobiliser. Et la légende dit que pour sauver sa peau, les Vendéens, les Chouans, lui proposent de crier « Vive le roi Louis XVIII !» Et lui, il crie « Vive la République !» ou la liberté. Ah, je ne sais plus. C'est « Vive la République !» je crois. Ou « Vive la Révolution !» Bon, vous croyez sur parole, de toute façon. Et il est abattu par les soldats Chouans. Donc, très jeune. Et ça va être communiqué à Paris. Robespierre fait un discours. Alors, comme Robespierre sait les faire, je ne voulais pas copier-coller parce qu'il était assez long aussi. Mais ils vont demander simplement à ce que le corps de Barras soit carrément transféré au Panthéon. Panthéon parce qu'il représente d'une certaine manière le martyr idéal pour la Révolution française. Et ce qui est pareil, hein, vous voyez, quand on parle de Thermidor du 27-28 juillet, normalement, son corps devait être transféré justement au Panthéon 2 jours avant la chute de Robespierre. Et ça ne sera pas fait, parce que la chute de Robespierre, c'est une cascade de conséquences aussi.
Mais c'est un nom qui, encore sous la Troisième République, c'est le symbole de résistance à l'ennemi, et donc c'est aussi des symboles qui sont mobilisés. C'est pas moi? Ah, c'est trop long. Un petit café. Merci beaucoup. Alors, Où j'en ai plus. pour Viala, j'ai pas remis le terme, j'ai pas remis le nom, hein, mais là on parle de Viala. C'est un peu une histoire plus ou moins similaire. Là on est plutôt dans la région du Rhône, et puis les armées royalistes doivent franchir la Durance. Et pour les empêcher de franchir la Durance, il faudrait aller cisailler les câbles d'un pont pour les empêcher de passer. Et là, aucun républicain n'ose, parce que les royalistes sont de l'autre côté avec leurs armes. Et là, on a Viala, donc qui a 12-13 ans, hein, qui décide d'y aller, qui fonce sur le pont, qui échappe aux balles, miraculeusement, et qui, avec une hache, commence à essayer de fendre les câbles qui tiennent le pont. Et en fait, il y arrive presque, et à ce moment-là, il reçoit une balle dans la poitrine. Et il s'écroule en mourant évidemment, mais il a le temps de donner quelques mots de tête. C'est quelque chose comme « Ah, ils m'ont eu, je meurs, mais c'est pour la liberté ». Et donc pareil, Viala, ça va être un exemple pour la République, bien évidemment. Alors, question, dans quel champ révolutionnaire sont-ils cités? La Carmagnole, la Marseillaise, ah ça ira, le chant du départ. Ça ira, ah oui, en jaune. Pareil, hein, c'est pas facile. Hein. Parce que c'est tous les champs qui sont un peu longs. Hein, pour le coup, hein. Là-bas, il y a du rouge, ici plutôt du jaune, un peu de bleu là-bas, pas mal de bleu ici. Ah non. Eh bien, on voit ceux qui connaissent leur champ du départ, c'est les rouges. Ah, Et on prenait le champ du départ, mais... je m'en vais vous prouver cela. Est-ce qu'on a du son à votre avis? On va tester. Ah oui, ça a marché. Ah oui. Vous avez le droit de chanter hein, si vous voulez. Bon, La fredonne. c'est un très beau chant, hein, le chant du départ. Je le retire tout de suite parce qu'il fait 5 minutes 37. Et on va essayer de revenir. Alors, comment on fait pour remettre la diapo à la diapositive actuelle? Voilà, hop. C'est bon. Et donc c'est en effet le chant du départ qui est appelé parfois la sœur de la Marseillaise. Hein, ce chant-là. Tac, tac. Hop, je vais trop vite. Chose que j'ai appris en préparant ça hier soir, c'est que le chant du départ, en fait, c'est l'hymne de l'Empire français. Je ne le savais pas. Napoléon n'aimait pas trop la Marseillaise, il préférait le chant du départ, et quand il est devenu empereur en 1804, a décidé que l'hymne pour l'Empire français, ce serait le chant du départ. Et il est chanté, si vous allez l'écouter sur YouTube, et il n'est pas chanté par les mêmes voix, parce que chaque strophe correspond à, est chanté par ceux à qui correspond le texte. Vous voyez, de Bara à Viala, on commence par des enfants, c'est une voix enfantine. La strophe d'avant, ça va être c'est plutôt d'une femme qui chante, parce que en gros, elles disent si nos enfants meurent à la guerre, pour la Révolution, c'est pas grave, parce qu'ils ont fait leur devoir. Et c'est un chant qui est vraiment magnifique. Alors, personnage suivant. Buvez votre café. Louis-Antoine de Saint-Just. Merci, bon, qu'il est chaud. Personnage hyper intéressant de la Révolution française, engagé très très tôt, né le 25 août 1767, guillotiné le 28 juillet 1794, donc fait partie des montagnards et des fidèles de Robespierre. Très tôt, il va lui écrire des lettres, il va essayer de se présenter aux élections, mais il est trop jeune sur celle de 1791. Finalement, il est élu à la Convention de 1792, et il va avoir des phrases, il va voter la mort du roi, hein. On ne peut régner innocemment,
tout roi est un rebelle ou un imposteur. Puisque Louis XVI fut l'ennemi du peuple, de sa liberté et de son bonheur, je conclus la mort. Ça, c'est ce qu'il va dire quand on va lui demander son avis, puisque vous savez que chaque député il doit se prononcer sur la mort de Louis XVI, pour contre, et certains en rajoutent un petit peu, donnent des explications de vote, comme on dit. Et Louis-Antoine de Saint-Just fait partie de ces personnes-là. Il va assurer différentes missions auprès des armées du Rhin et du Nord. Il va être partie prenante de la chute des hébertistes et des dantonistes, on en parlait juste avant. Et au moment de la chute de Robespierre, si vous voulez, le 26 juillet, Robespierre fait un discours. Et il a rappelé ceux qui étaient en mission dans les grandes villes, les Taliens, les Fouché, son nom m'échappe, celui qui fait à Nantes. Carrier, merci beaucoup. Et eux, en fait, ils sont dans les villes et ils font des massacres horribles. Hein. On ne trie pas, il n'y a pas de procès, on noie les gens, on tire dessus au canon, enfin, c'est quand même assez dingue. Et Robespierre, voyant cela, étant pas d'accord avec ça, les fait revenir à Paris. Et Robespierre sent bien qu'il y a moins le danger militaire aux frontières, la France a gagné face aux armées étrangères, et que la Révolution va devoir prendre un autre tour. Et il les fait revenir, sentant bien qu'ils sont en train de faire des choses horribles. Et il prononce un discours le 26 juillet qui n'est pas du tout fédérateur. Hein. Il revient d'une période assez longue d'absence à Paris. Et là, il dit ça ne va pas rien. Parce qu'il y a des têtes qui vont tomber. Mais Robespierre fait une erreur, c'est qu'il ne nomme pas les gens. Il laisse un espèce de flou, de suspense sur quelle tête pourrait tomber. Et pendant la nuit, les Taliens, les Fouché, les Carrier vont voir les députés de la Convention en disant hey, c'est toi dont parle Robespierre, c'est toi dont parle Robespierre. Et le lendemain, le premier à faire le discours, un discours d'ailleurs qui était dans l'atténuation. Robespierre sent bien qu'il a eu une erreur stratégique et qu'il allait un petit peu trop loin. Et les discours prévus le lendemain à la Convention sont beaucoup plus nuancés, temporisés. Et là, on ne les laisse pas parler. Et notamment Saint-Just, qui monte à la tribune, on l'interrompt. Et on entend, je crois que c'est Robespierre qui est président l'assassin, rends-lui la parole. Mais en fait, on ne va jamais rendre la parole à Saint-Just. Il y a Talien qui vient avec un pistolet, un revolver de l'époque, et qui menace de tuer lui-même Robespierre si jamais on lui laisse la parole. Robespierre avait écrit un discours, on ne le retrouvera jamais, on ne l'aura jamais entendu. Et à partir de ce moment-là, Saint-Just ne va plus prononcer un seul mot. Ce qui a beaucoup étonné à l'époque. C'est-à-dire que c'est un bel orateur, un grand orateur. À partir de là, il ne dit plus un mot. À partir du moment où on l'empêche de faire son discours à la Convention, le 27. Le 27, ils ont donc mis d'accusation. Ils vont être amenés à la mairie de Paris et ils vont être libérés. En fait, il y a une insurrection populaire et de certaines sections des gardes nationaux qui vont venir libérer Robespierre, Lebas, Couthon, Saint-Just. Mais eux, en fait, ne se sentent plus la légitimité. C'est-à-dire qu'on leur dit, marchez sur la Convention tout de suite, vous avez les troupes, ils ne sont pas prêts, vous dégommez tout le monde. Et eux répondent, mais au nom de qui? Notamment Robespierre. Qui nous aurait donné la possibilité de faire cela? Quelle autorité légale? À quel point ils sont imprégnés du droit romain, hein, d'ailleurs, ces gens-là. C'est des fans de la Rome antique. Et vous voyez, il y a le côté un peu Cincinnatus, quoi. On m'appelle, je viens, je fais le travail, une fois que c'est terminé, je rentre chez moi. Et donc, on va plus entendre dire un mot, il va être décapité le 28 juillet, comme Robespierre et les autres. Quel était son surnom? L'archange de la terreur, le démon de la révolution, l'ange de la liberté ou le diable des nobles? En bleu, l'archange de la terreur, en vert, le démon de la révolution, en jaune, l'ange de la liberté, et en rouge, le diable des nobles. Ah, j'ai du bleu, j'ai du jaune, un petit peu de vert, un petit peu de rouge. C'est l'archange de la terreur. Parce qu'il était jeune, il avait une grande chevelure blonde, il était très beau, paraît-il, donc il avait un petit peu un aspect comme ça angélique. Et c'était l'archange de la terreur. L'ange de la liberté. Je vous parle d'un autre personnage, qui pour le coup, lui, est assez connu. Il s'appelle Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Et qui est un... Si vous le connaissez, vous voyez à peu près où je vais arriver. Si vous ne le connaissez pas, il a une vie assez hallucinante. On l'appelle l'homme de tous les régimes.
Il commence sa carrière en étant évêque d'Autun. Donc évêque, comme ça on a plutôt l'impression de quelqu'un de fidèle au régime, hein, à la monarchie, etc. Dès 1789, Talleyrand, il est député du clergé aux États généraux. Donc il représente le clergé à ce moment-là. Au moment de la constitution civile du clergé, il va soutenir. Il est évêque hein, quand même, à la base. Et le fait que la constitution civile du clergé, c'est le fait que les prêtres, les abbés doivent prêter serment à la République, à la Révolution plutôt, et puis forcément être fidèle au pape, mais être d'abord fidèle à la Révolution. Lui, il va soutenir ça. Il va être celui qui va donner la messe le 14 juillet 1790, donc c'est un des ancêtres de notre fête nationale, à la fête de la Fédération, où on décide de faire venir tout le monde à Paris pour montrer l'unité du peuple, l'armée, l'église, les sections révolutionnaires. C'est lui qui fait la messe, sauf qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui dit mais vous vous rappelez de ce qu'il faut dire pour une messe? Et lui, il dit non, ne me faites pas rire. Enfin, c'est un de ces mots assez connus. Ah, ne me faites pas rire, parce qu'en fait, certainement, donner une messe, il en avait fait très peu. Et donc, c'est un évêque défroqué, hein, puisqu'il avait prêté allégeance à la Révolution. Il va s'exiler de 1792 à 1796, les périodes les plus tendues de la Révolution. Il revient sous le Directoire. Barras se nomme ministre des Affaires extérieures. Donc, vous voyez, pour l'instant, il a été malin, quoi. Il est parti de la monarchie. Il est passé par la Révolution. Il a été député du clergé. Il a fait la fête de la Fédération. Quand ça a un peu chauffé, il a mis les bouts. Il a passé au moins 2 ans aux États-Unis. Ministre des Affaires extérieures sous Barras. Ministre des Relations extérieures sous le Consulat. Grand chambellan et prince de Bénévent sous Napoléon, en 1804. Chef du gouvernement provisoire en 1814, parce qu'en fait, il va trahir Napoléon. Il n'est pas d'accord avec la politique étrangère de Napoléon. Il lui dit qu'il va trop loin, que les conquêtes les plus proches, la Belgique, etc., c'est très bien, mais qu'il ne faut pas aller au-delà. Et il va se brouiller assez fortement avec Napoléon, et on sait qu'il conspire contre lui. Il envoie des informations aux monarchies concurrentes de Napoléon. Il use de son influence pour donner la couronne à Louis XVIII, parce qu'à la fin de Napoléon, en fait, on ne sait pas qui va arriver et prendre le pouvoir. Et c'est lui qui dit aux autres princes coalisés, en fait, il faut le retour d'un Bourbon. Il est ministre des Affaires étrangères, c'était mieux, négociateur du traité de Vienne, et c'est le négociateur en chef. Il va siéger à la Chambre des Pairs, et encore sous Louis-Philippe, il va être ambassadeur en Angleterre, en 1830. Donc vous voyez, il va traverser l'ensemble des régimes. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça quand même. Son surnom, c'est François Bayrou. C'est... Alors, Moi j'aurais dit Manuel Valls. ah ouais, c'est pas mal. Moi, avec la citation que j'ai après, oui. Alors, Talleyrand, il y avait un bouquin qui était sorti il y a quelques années, enfin il y avait peut-être même plusieurs décennies maintenant, c'était l'annuaire des girouettes, quelque chose comme ça. Et en fait, à chaque retournement de veste, le personnage qui était étudié avait une petite girouette qui lui était accolée. Alors lui, pour le coup, la girouette, elle a bien tourné, mais force est de constater qu'il finit en gardant tous ses titres, et qu'en 1830, il est encore ambassadeur sous Louis-Philippe, en ayant commencé évêque d'Autun et en ayant été révolutionnaire à certains moments de sa carrière. Alors, la meilleure manière de continuer de vous parler de Talleyrand, c'est de vous parler de quelques citations. Il a notamment dit « Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. » Il croit qu'il devient sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui. Alors je ne sais pas à qui était destinée cette petite flic, peut-être Napoléon, je ne sais pas, j'aurais pu chercher. Il croit qu'il devient sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui, c'est quand même pas mal. Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. Oui, ça, on la connaît. Le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier. Et à Vienne, notamment au congrès de Vienne, on sait que sa méthode pour réussir à convaincre tout le monde, c'est la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Et il se dit qu'en effet, c'est quelque chose d'un petit peu connu, en France, quand on veut signer des contrats, c'est au restaurant. Et lui, il avait déjà, en 1814, appliqué cette doctrine-là.
Alors, je vais vous mettre la citation la plus connue, hein, là pour le coup c'est le concernant, c'est Napoléon qui apprend donc la trahison, le fait qu'il discute, que Talleyrand discute avec les ennemis de Napoléon. On est le 28 janvier 1809 au château des Tuileries, donc colère historique de Napoléon. Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Vous ne croyez pas à Dieu, vous avez toute votre vie manqué à tous vos devoirs, vous avez trompé, trahi tout le monde. Tenez monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un plat de soie. Vous la connaissiez, de la merde dans un plat de soie? Normalement, elle est plutôt connue. Bon, il n'était pas content, Napoléon. Et réponse de Talleyrand, très doux, très calme. Quel dommage, messieurs, qu'un si grand homme soit si mal élevé. Je ne suis pas sûr qu'il ait dû bien le prendre non plus, la réponse de Talleyrand. On la connaît moins, la réponse de Talleyrand, mais... Et puis alors évidemment, Chateaubriand, hein, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, quand il voit arriver Talleyrand avec Fouché, tout à coup, une porte s'ouvre, entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, monsieur de Talleyrand soutenu par monsieur Fouché. Et Fouché, on aurait pu en parler aussi, parce que c'est pareil, il va traverser quasiment tous les régimes. Il va être disgracié sous la Restauration, hein, je crois que c'est sous Charles X, il va être disgracié. Mais alors, pour le coup, Talleyrand, non. Alors, pour terminer, parce qu'il est midi moins le quart, je fais une série de petites questions qui n'ont pas forcément de rapport direct, je ne vais pas vous faire des biographies de personnages, mais je vais tester vos connaissances. On est noté? Oui. Je ramasse les copies à la fin. Il y a quoi, Rémi? Mon respect éternel. Robespierre a écrit une ode à la crème chantilly, la tarte, la baguette, la meringue. Monsieur Baguette, il vote la baguette. En bleu, la crème chantilly, en vert, la tarte, en jaune, la baguette, en rouge, la meringue. Alors là, c'est simple. Madame, Benjamin et Monsieur Maé, vous avez bon. C'est une ode à la tarte. Je te rends grâce, ô toi qui d'une main habile, façonnant le premier une pâte docile, présenta aux mortels ce mets délicieux. Mais ont-ils reconnu ce bienfait précieux de tes divins talents consacrant la mémoire, leurs aides, a-t-il dressé des autels à ta gloire, sans peuple prodiguant leurs encens et leurs vœux, ont rempli l'univers de temples et de dieux, ils ont tous oublié ce sublime génie qui, pour eux, sur la terre, apporta l'ambroisie, la tarte, en leur festin domine avec honneur, mais daigne-t-il songer à son premier auteur? C'est pas l'image non plus qu'on a d'un Robespierre, hein, à la tarte. Il y a Arras à ce moment-là, il n'est pas encore révolutionnaire. Hein. Il aimait bien les tartes aussi. Il s'en a pris quelques-unes, ouais, c'est vrai. Bon, vous étiez trois à avoir la bonne réponse, je vous félicite. Hein. Autre chose. Et là, je m'excuse d'avance pour la prononciation. Je ne sais pas pourquoi je fais des choses comme ça. Comment se nomme le volcan islandais qui rejeta de grandes quantités de cendres de poussière en 1783? Le Tjornes, le Brennsteinfall, le Laki, le Snæfellsjökull. Tu peux répéter? Je peux répéter. En bleu, le Tjornes, en vert, le Brennsteinfall, en jaune, le Laki, en rouge, le Snæfellsjökull. Eh bien, là encore une fois, c'est plutôt facile. Monsieur, monsieur et monsieur, en jaune. C'était le Laki, c'était le plus facile. C'était le plus facile. Alors, vous allez me dire, monsieur le maire, vous avez craqué, quel est le rapport avec la Révolution française? C'est simplement que la Révolution française, c'est toute une addition de causes. Et il y en a une qui est assez connue, c'est qu'en 1783, il y a eu une éruption volcanique en Islande massive qui va assombrir l'atmosphère par le rejet de poussière et de cendres et qui va provoquer dans les années qui vont suivre des disettes énormes puisque la température va se refroidir, que les cultures vont moins bien pousser. Là, c'est pas le réchauffement climatique, pour le coup, c'est l'inverse. Et les prix des denrées, les prix des farines et du pain vont augmenter. De la Révolution française, c'est le prix du pain, et on estime qu'une éruption d'un volcan en Islande a joué là-dessus. Jean-Baptiste Drouet, on en parlait tout à l'heure,
reconnaît Louis XVI lors de la fuite à Varennes grâce à, en bleu, un assignat, en vert, une pièce de monnaie, en jaune, un billet de banque, ou en rouge, une gravure. La pièce de monnaie semble l'emporter largement pour l'instant. Quelques assignats, et ce sont les assignats, bravo, qui l'emportent. Bravo, bravo. Alors un assignat, c'était un bout de papier qui vous permettait de payer. Hein. Parfois de se faire rembourser, c'est plus rare parce que les assignats, ils en ont trop imprimé. En fait, ça n'avait plus de valeur à un certain moment. C'est Drouet lui-même qui va dire que on ne sait pas trop en vrai, mais Drouet va déclarer que c'est grâce à un assignat, ensuite qu'il va être sûr que c'est Louis XVI, mais comme il avait fait partie d'un régiment, je crois que c'était les Dragons, il avait une carrière militaire et qu'il avait été proche de la reine, on pense qu'il a plutôt reconnu la reine, parce que le carrosse passe à Sainte-Médéhould où lui est en faction, en poste, et qu'il a un doute, qu'il reconnaît plus ou moins la reine, le carrosse repart, et sur ces entrefaites, le courrier arrive, et la nouvelle arrive que Louis XVI et la famille royale se sont enfuis. Et là, il tilte tout de suite, il prend son cheval, il coupe à travers les chemins que lui connaît très bien, et il arrive au même moment que la famille royale à Varennes, et c'est là où, a priori, avec un assignat, il est sûr et certain pour le coup que c'est Louis XVI. Mais il va avoir une vie assez folle, parce que Jean-Baptiste Drouet, finalement, c'est un maître de poste, qui ensuite devient un symbole de la Révolution, qui est élu député à la Convention, me semble-t-il, et il va même être fait chevalier de la Légion d'honneur plus tard, par Napoléon, directement des mains de Napoléon, qui dit « Monsieur, vous avez changé l'histoire ». Parce que c'est vrai que si Louis XVI arrive à Montmédy, c'est pas la même. Et il va mourir sous la Restauration, et comme il est régicide et qu'il vote la mort du roi, il y avait une loi qui disait qu'ils étaient exilés, les régicides, et il va prendre une autre identité, il va mourir à Mâcon, et donc il ne se sera fait appeler Jean-Baptiste Drouet, mais Jean-Baptiste Trouet. Il n'y a pas mieux, alors, en termes, c'est un as de la diversion, je pense. Quand la Marseillaise devient-elle définitivement l'hymne français? 1789, 1790, 1848, Seconde République, ou 1879? Bleu 1789, vert 1790, jaune 1848, rouge 1879. Et là c'est assez partagé, pas beaucoup de bleu. 1790. Plutôt une majorité de jaune, j'ai l'impression, et en effet, c'est rouge. 1879, c'est sous la Troisième République, qu'officiellement, et ça n'a plus bougé depuis. Alors évidemment, il y a des moments où l'hymne, c'est la Marseillaise, mais véritablement, officiellement et définitivement, c'est à partir de 1879 où c'est voté par l'Assemblée. Ouais. Alors moi j'ai voté jaune parce que majoritairement depuis le début de ton exposé, les bonnes réponses sont en jaune. C'est vrai? Alors là, tu ne pourras pas voter jaune sur celle d'après, DJ. Tu ne pourras pas voter jaune. Le docteur Guillotin a inventé la guillotine. Bleu, vrai, vert, faux. Je crois que c'est vrai. Majorité de vrai, c'est faux. Et oui, en fait, le docteur Guillotin, c'est un député, et lui, il propose que la méthode d'exécution soit la même pour tout le monde, et la plus brève et la moins douloureuse possible. Et c'est pas lui qui va inventer la machine, parce que de toute façon, plus de 2 siècles avant la Révolution, il existait déjà en Europe des machines à décapiter. Ainsi en Italie, la mannaia, une sorte de hache coulissante entre 2 montants et tombant sur le cou du condamné, fonctionne dès le XVIe siècle. Et en Écosse, une machine surnommée la maiden, c'est-à-dire la servante, coupe des têtes à partir de 1565. Donc l'idée de machine, elle existe déjà. Guillotin, il va se mettre de mèche avec un ingénieur pour justement proposer quelque chose, mais c'est pas lui qui invente la guillotine, c'est lui qui amène l'idée que tout le monde soit décapité de la même manière. Et avec ma proposition, vous sentirez juste un souffle sur votre cou.
Je sais pas. Un léger boutin. Quand on a déjà vu une guillotine, si vous êtes déjà allé visiter des musées parisiens, c'est quand même du sacré engin. Monsieur Baguette. Oui, une question. Lors de l'exécution de Louis XVI a dit une phrase historique. Laquelle? C'est une blague ou ça sent la blagounette? Parce que sinon. On lui a apporté la lettre de Marie-Antoinette et il a dit mettez-la dans le panier, je la lirai à la tête reposée. Elle est bien. En vrai, elle est bien, j'avais pas encore entendu. J'ai bien fait de ne pas faire une réponse sérieuse parce qu'en effet, Louis XVI, au moment d'être décapité, commence un discours et en fait, on fait sonner les tambours pour couvrir la voix de Louis XVI qui ne peut pas terminer son discours. Je meurs innocent des crimes qui me sont reprochés, je prie pour que mon sang ne rejaillisse point sur la France. Et là, les tambours commencent à résonner et ensuite on raccourcit. Faudra rajouter ça à l'histoire. Comment? Faudra rajouter ça à l'histoire. Alors, on va le rajouter dans la fiche Wikipédia de Louis XVI. Et alors, savez-vous que Guillotin, si j'en reviens à lui, en plus, il était dégoûté. C'est ses opposants politiques qui ont fait exprès d'appeler ça la guillotine. Lui, il voulait pas que son nom soit associé à un truc qui sert à couper des têtes, quoi. Et donc, au contraire, Guillotin, lui, était plus ou moins dégoûté que la guillotine s'appelle ainsi. Lors de la fuite à Varennes, le roi voyageait sous le nom de, en bleu, Dupont, en vert, Durand, en jaune, Martin, en rouge, Lefebvre. Pareil, on est sur de l'originalité plus. Dupont en bleu, Durand en vert, Martin en jaune, Lefebvre en rouge. Lefebvre. C'est Durand. Allez, mettez vert, les enfants. Oui, voilà. Alors, paraît-il que ça aussi un petit peu attiré l'attention, le fait que ça soit vraiment le nom passe partout, mais même de nos jours, on dit Monsieur Dupont, Madame Durand, on ne sait pas. Même Louis XVI à l'époque, c'était Monsieur Durand. Et je crois qu'ensuite c'est la dernière, non? Peut-être pas. Qui a dit, si c'est la dernière, qui a dit tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine? Lebas, donc là on n'est que sur des conventionnels, hein. Lebas, Couthon, Danton ou Mirabeau. Lebas en bleu, Couthon en vert, Danton en jaune et en rouge Mirabeau. Je dirais Danton. Majorité de jaune, c'est Danton en effet. Danton qui était connu pour être moche, le monsieur moche. C'est la dernière. Et avec une. Je pense qu'il avait dû choper une maladie infantile, qui fait qu'il avait eu énormément de boursouflures et de boutons sur la. Variole. La variole, peut-être. Et il était vraiment hideux, paraissait-il, mais il avait ce qu'on appelle. Ses contemporains disaient qu'il avait un coup de taureau. Et que quand Danton prend la parole, notamment dans la Convention, personne ne peut passer par-dessus sa voix. Tellement il avait un coffre qui lui permettait d'éructer comme ça. On dit, et pour ce, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Ça fait partie de. Vous voyez, c'est un peu. Il y a quelque chose qui résonne, hein, il y a un côté répétitif comme ça qui marche bien, mais en termes de construction, ça vaut. Voilà, c'est pas du Robespierre. Robespierre a une petite voix fluette, mais alors les gens l'écoutent parce que c'est ciselé son propos. Danton, c'est plus bourrin, quoi. C'est plus de l'audace, de l'audace. Et donc, en effet, le bourreau va montrer la tête de Danton à sa mort. Monsieur Baguette. Oui, je voulais juste te demander si au prochain conseil municipal, tu annoncerais Mme 7 que M. Lebas était mort. Mais ça me faisait plaisir de faire retentir le nom de Monsieur Lebas dans cette salle d'honneur. Bon, alors, il faudrait lui demander d'ailleurs, un de ces quatre, s'il y a un lien de famille. Mais alors, vous voyez, là, j'ai mis 3 personnes, Philippe Lebas, Couthon et Danton, qui sont décapités en même temps que Robespierre. Mais Mirabeau, pour le coup, il n'est pas décapité. Mirabeau, il va mourir de sa belle mort. Il va être transféré au Panthéon. C'est peut-être même le premier qui est transféré au Panthéon. C'est un grand personnage du début de la Révolution française. Et puis, en découvrant l'armoire de fer, là où Louis XVI planquait tous ses papiers les plus secrets, on va se rendre compte que Louis XVI payait Mirabeau. Mirabeau gagnait de l'argent au moment de la Révolution en conseillant le roi. Et donc, en fait, on va le sortir du Panthéon à ce moment-là. Il va être retiré du Panthéon, Mirabeau. Voilà, mesdames et messieurs, on en arrive à 11h58. On avait dit à peu près jusqu'à midi.
Je vais m'arrêter là. On aurait pu faire beaucoup de personnages de la Révolution française. Ça peut être un petit format, pourquoi pas, à refaire l'année prochaine, si bien évidemment nous sommes toujours élus, puisqu'entre-temps il y aura eu les élections municipales, vous en doutez, mais je m'engage à ce que si nous sommes réélus, je refasse une conférence de ce type. Et j'espère que le format, en pouvant voter et en essayant de trouver les réponses, vous a plu. Je trouvais que c'était plus sympa que de m'entendre parler pendant 1 heure, 1h30. Le fait de pouvoir vous faire intervenir. Et maintenant, je vous invite à un apéro républicain et je vous souhaite une excellente fête nationale à toutes et à tous.